Bonjour à tous, bienvenue dans ce 16e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors pour rappel sur ce portefeuille que j'ai commencé il y a 27 mois, je procède à des apports de 585 € par mois et mon intention est de continuer à procéder à des apports jusqu'à atteindre la limite des 150 000 € sur le portefeuille et de continuer à investir ce portefeuille ou en tout cas à construire ce portefeuille pendant les 30 prochaines années. Mon objectif sera ensuite de faire grossir ce portefeuille, si possible au-delà des 300 000 €, et puis ensuite de transformer ce portefeuille en portefeuille à dividendes pour pouvoir toucher une rente au moment de la retraite. Donc j'ai commencé à construire ce PEA en janvier 2019, on voit que le PEA atteint désormais 20 180 €, et donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais présenter ce portefeuille et les différents mouvements auxquels j'ai procédé au cours du mois de mars 2021. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces petits rappels étant faits, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Alors, je vous présente ici le portefeuille en date du 31 mars 2021. En fin de séance, on voit que le portefeuille est désormais valorisé à hauteur de 20 180 € et on voit surtout, je l'ai encadré en bleu ici, que le solde d'espèces est désormais de 4 149 €, ce qui veut dire que j'ai procédé à des ventes au cours du mois de mars 2021. Alors comme d'habitude, on va rapidement s'intéresser aux principales lignes du portefeuille. On va retrouver Total SE qui représente 11,90% du portefeuille hors liquidité. On va retrouver également Renault qui représente 11,05% du portefeuille, puis Danone à 9,92%, Maison du Monde à 9,41%, Ontex Group à 6,72% et BIC à 6,22%. Au niveau des plus-values latentes, on voit que certaines lignes affichent toujours de très belles plus-values latentes. On peut penser à Kinepolis avec une plus-value latente de 96%. On peut penser également à Fontaine-Pajot avec une plus-value latente de 89%, ou encore à Maison du Monde avec une plus-value latente de 62%. On voit par ailleurs que la valorisation de SMCP a pas mal progressé dans le courant du mois de mars, puisque la plus-value latente sur SMCP est désormais de 34%. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces liquidités, donc 4 149 €. On aurait la possibilité de construire 3 à 4 lignes dans ce portefeuille à l'aide de ces liquidités. Alors c'est une question sur laquelle je vais revenir en fin de vidéo. Concernant les faits marquants du mois de mars 2021, on peut noter un rendement mensuel du portefeuille de plus 4,8%, donc encore une très belle performance pour le portefeuille au cours du mois de mars 2021. Et puis on note surtout la très belle performance du titre Maison du Monde qui a pris 20,8% au cours du mois de mars. Au niveau des prises de position, j'ai vendu l'intégralité de ma ligne Accor, donc entreprise cyclique. J'ai également vendu l'ETF Lyxor Eurostoxx Banks, donc cyclique également. J'ai vendu mon ETF Lyxor PEA Turkey, cyclique également. À regret ici, mais c'est dû au fait que l'émetteur va retirer cet ETF le 21 avril 2021 et donc cet ETF ne sera plus éligible au PEA, il n'existera plus dans la cote et donc on ne peut plus le détenir en PEA. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que l'information est apparue, j'ai tout de suite vendu cet ETF, étant notamment en plus-value sur cet ETF. Alors bien entendu, quand un ETF est retiré de la cote, comme c'est le cas ici pour l'ETF Lyxor PEA Turkey, l'idée c'est de trouver un équivalent éventuellement éligible sur un compte titre ordinaire pour pouvoir maintenir la stratégie de départ. Et donc j'expliquerai ensuite comment éventuellement passer sur l'autre ETF de Lyxor qui n'est pas éligible au PEA mais qui se focalise également sur la Turquie pour pouvoir maintenir la stratégie initiale sur la Turquie. J'ai également procédé à un petit allègement sur Renault, donc toujours valeur cyclique, et un allègement également sur Total, valeur cyclique par nature. Et donc vous voyez ici que j'ai pas mal réduit mon exposition sur les valeurs cycliques qui avaient fortement monté au cours des 6 derniers mois. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter mes ventes et allègements en détail, ligne par ligne, donc comme d'habitude. Donc je reviens ici au portefeuille. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai augmenté ma position sur Ontex. Alors j'en ai pas parlé ici,
j'aurais dû le faire. J'ai pris une position sur Ontex en fin de mois, donc il y a quand même un achat sur Ontex. Donc achat sur Ontex de 25 actions. Et puis ensuite, le reste, c'est les ventes ou les allègements dont j'ai parlé juste avant. Donc vente d'Accor à 35,02€ avec une plus-value de 47,2%. Vente également de l'ETF Lyxor Euro Stoxx Banks, donc vendu à 85,51€ avec une plus-value de 64%. Et puis vente également de l'ETF Lyxor PEA Turquie, donc cette fois-ci sur décision de l'émetteur de liquider cet ETF le 21 avril 2021. Donc là, je n'ai pas vraiment eu le choix et si j'avais pu, j'aurais conservé cet ETF très longtemps en portefeuille. On voit quand même que j'ai réussi à faire une plus-value sur cet ETF, donc 7,91% de plus-value, c'est mieux que rien. Et puis Renault, allègement sur Renault à 40,14€ avec une plus-value de 39,54%. Ici j'ai vendu 13 actions et puis allègement sur Total, vendu à 40,65€ avec une plus-value de 5%. Plus-value qui ne tient pas compte des dividendes. Si on prend en compte les dividendes de Total, on est plutôt sur une plus-value de 12%. Donc plus-value de 12%, c'est un rendement relativement correct. Ici, j'ai allégé ma position de 10 actions. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer en détail chacune de mes ventes ou allègements d'un point de vue graphique. Alors on commence avec ma vente sur le titre Accor. J'avais vendu une première partie de ma position sur Accor avec une plus-value à l'époque de 47% environ de mémoire. Et puis j'ai vendu le reste, en tout cas le reliquat de ma ligne, donc à 35€ avec une plus-value de 59%. Donc tout ceci pour vous dire qu'il est toujours intéressant de vendre en plusieurs étapes, c'est un peu comme l'achat. On procède plutôt avec des achats par palier pour construire des positions dans le temps, et puis lorsqu'il s'agit de revendre, on revend plutôt par palier également, notamment sur des valeurs cycliques. Bien entendu, pour les fast growers, l'idée est de les garder très longtemps en portefeuille et donc de ne pas forcément les vendre ou alors de les vendre une fois que la plus-value est extrêmement importante, c'est-à-dire une fois qu'il s'agit d'un 3, 4 ou 5 baggers à minima. Donc sur Accor, vente à 35€, on voit ici que le cours de bourse en fait qui évoluait au sein d'un canal oblique haussier, vous voyez on avait un support ici en vert et puis une zone de résistance ici en rouge et qui évoluait également au sein d'un canal horizontal ici en orange. On voit ici qu'on est à peu près au milieu de ce canal horizontal et qu'on est à peu près au milieu de ce canal oblique haussier. Et donc l'idée pour moi est de vendre le titre Accor en sachant potentiellement que le reconfinement pourrait avoir un impact. Et en sachant également qu'on pourra avoir une correction de ce mouvement haussier, donc de cette reprise haussière qui s'est faite entre les 20€ et les 35€, auquel cas je pourrais éventuellement revenir sur le titre Accor si celui-ci revenait chercher la zone des 25-27€. En tout cas au niveau du RSI, à court terme, le titre me semble plutôt bien acheté, puisqu'on se rapproche ici d'une zone de résistance potentielle, et donc de mon côté j'ai préféré vendre ma ligne Accor avec une première plus-value de 47% et une deuxième plus-value de 59%, ce qui nous fait au final une plus-value globale supérieure à 50%, ce qui me semble tout à fait correct, d'autant plus que la ligne Accor a été portée sur moins d'un an. Alors comme je le rappelle souvent, on peut être un investisseur de long terme, pour autant lorsqu'un titre monte très rapidement et atteint rapidement une grande partie des objectifs, c'est-à-dire 60 à 70% de l'objectif final, c'est notamment le cas sur des valeurs cycliques, alors il peut être préférable de commencer à alléger ses positions ou de vendre l'entièreté de sa position éventuellement. Il est important, je pense, de prendre en compte le facteur temps lorsqu'on prend des positions en portefeuille. Et donc lorsqu'un titre atteint 60 à 70% de son objectif final en quelques trimestres, potentiellement on peut commencer à liquider ses positions. Alors au niveau de l'ETF Lyxor Euro Stoxx Banks, c'est un peu la même chose. On avait ici un signal d'achat, donc c'était en mars 2020, vous voyez, c'est mon fameux indicateur, c'est-à-dire qu'on a un chandelier japonais ici en dehors des bandes de Bollinger, en dehors de la bande de Bollinger inférieure. Vous savez que j'utilise les paramètres 30-2, 30 c'est le nombre de périodes et 2 c'est les écarts types, donc 2 écarts types. Et vous savez qu'une fois que le chandelier japonais est en dessous de la bande de Bollinger inférieure et qu'il ne touche pas ma ligne de signal, qui est une moyenne exponentielle 3 périodes ici en vert fluo, vous savez que généralement le point bas de ce chandelier devient le point bas du mouvement et qu'on a généralement un retournement ensuite. Donc c'est bien le cas ici, on voit ici que cette zone est une zone de survente, on voit que les cours se reprennent, viennent chercher ici une zone de gap, redescendent, tester cette zone et puis repartent de l'avant. Et donc on note ici une forte reprise des valeurs bancaires au cours des derniers mois.
Alors on voit que l'ETF est passé de 49 euros, donc c'était le point bas de mars 2020, à 83-84 euros, ce sont les derniers cours. Ce qu'on voit ici, c'est que les cours de bourse sont désormais sur les moyennes mobiles 52-55 périodes, ce qui veut dire qu'ici on a un cours qui rentre dans les cordes potentiellement et qui pourrait être ramené un peu plus bas, donc aux alentours des 70 euros, pourquoi pas. De mon côté, je suis sorti des valeurs bancaires pour le moment. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y retourner si jamais on venait former un double bottom, c'est-à-dire si les cours revenaient ici tester cette zone des 70-60 euros, pourquoi pas, pour former ensuite un double bottom avant potentiellement une reprise haussière beaucoup plus marquée. Bien entendu, tout ceci pourrait prendre plusieurs trimestres à se matérialiser. Au niveau du RSI, c'est la même chose, on est sorti ici au niveau du triangle, donc on a cassé une zone de résistance ici. Ce que j'attends désormais au niveau du RSI, c'est un pullback sur la zone de résistance qui pourrait devenir zone de support et donc qui pourrait coïncider avec une reprise baissière des cours sur l'ETF, l'IXOR, Eurostoxx Banks et donc sur les valeurs bancaires européennes. Auquel cas, bien entendu, je pourrais me repositionner sur les valeurs bancaires à meilleur prix dans le futur. Si les bancaires continuaient de monter, bien entendu, je ne reviendrai pas sur les bancaires de sitôt. Alors au niveau de l'ETF l'IXOR PEA Turquie, on a eu une décision de l'annonceur de supprimer l'ETF de la cote et donc il va être liquidé le 21 avril 2021. Donc au moment de l'annonce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ma position sans me poser plus de questions. Généralement quand on a une annonce comme ça, le mieux est de couper sa position, d'autant plus que ma position était en plus-value latente. C'était une décision très facile à prendre et donc j'ai vendu l'entièreté de ma ligne à 5,69 €. Alors ce qu'on peut dire d'un point de vue graphique, et ça c'est un ETF, donc je vous rappelle qu'il est toujours préférable de regarder le graphique de l'indice sous-jacent et non de l'ETF, sauf si l'ETF est plus liquide que l'indice sous-jacent, ce qui arrive parfois, même si c'est relativement rare. Très rapidement en fait, ce qu'on a, c'est une zone de congestion, donc on peut le voir également sur l'indice sous-jacent, le MSCI Turkey. Ce qu'on a, c'est une zone de congestion et donc on a un bottom qui est potentiellement en train de se former sur la Turquie, qui pourrait durer encore quelques trimestres, hein, c'est pas impossible. On voit ici un RSI haussier alors qu'on a des cours qui ont fait de nouveaux plus bas, ce qui veut dire qu'on a une divergence haussière sur la Turquie qui est toujours d'actualité et donc on pourra avoir une reprise haussière sur la Turquie dans les trimestres qui viennent, peut-être dans le courant de l'été 2021, en tout cas c'est ce que j'attends d'un point de vue personnel. Alors bien entendu, ce genre de décision de l'émetteur de couper ou en tout cas de liquider l'ETF, c'est un peu embêtant, surtout lorsqu'on est investi sur un PEA. Pourquoi? Parce que pour maintenir la stratégie, on est obligé de passer sur un CTO et de reprendre la position qu'on avait sur un CTO. Et donc ça peut être embêtant si on n'a pas de compte titre ordinaire. De mon côté, vous verrez que j'ai repris une position sur mon compte titre ordinaire, je vais en parler dans la suite de la vidéo. Bien entendu, pour celui ou celle qui a un PEA et qui serait obligé de liquider sa position, ou qui a été obligé de le faire, ou qui doit être obligé de le faire, l'idée c'est de reprendre une position équivalente sur un ETF équivalent. Alors bien entendu, on perd les frais de transaction, mais la perte est relativement minime par rapport au fait que l'on puisse maintenir sa stratégie à long terme. Alors pour répondre également à quelques commentaires que j'ai reçus, notamment sur le Discord, je vous rappelle que j'ai vendu à 5,69 € et donc c'était, il me semble, 48 heures ou 72 heures avant une nouvelle baisse de la livre turque. Et donc certains abonnés m'ont laissé des messages, comme Henri sur le Discord, en me disant vraiment au bon moment. Alors j'ai répondu à Henri et je montre mon message ici. J'avais écrit « Market timing ou simple coup de chance, certains grands investisseurs ou traders ont construit leur légende sur ce genre de timing. Ma réponse est dans la question. Ça veut tout simplement dire que de mon côté, j'ai vendu au bon moment, mais ce n'était absolument pas du market timing, c'était simplement de la chance. C'est-à-dire que l'émetteur a annoncé la liquidation de l'ETF, j'ai vendu mon ETF le jour même ou le lendemain, donc j'ai vendu de mémoire le jeudi, et puis ensuite on a eu une dégradation sur la Turquie dans le courant du week-end, et puis on a la livre turque qui s'est mise à chuter le lundi, et donc ma vente sur l'ETF turc est simplement un coup de chance et non un coup de génie en termes de market timing. Alors pour celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient continuer à jouer la Turquie, vous pouvez le faire sur un CTO en utilisant par exemple l'ETF équivalent qui n'est pas éligible au PEA, à savoir l'ETF l'IXOR MSCI Turkey UCITS ETF. Donc c'est l'ETF qu'on a ici qui s'appelle TUR, TUR pour Turquie.
Alors vous pouvez prendre une position équivalente sur cet ETF pour continuer à jouer la Turquie et une éventuelle réappréciation de l'indice turc et donc des entreprises turques au cours des prochaines années. Donc on peut jouer la Turquie via cet ETF, c'est une possibilité. Bien entendu, l'autre possibilité c'est de vendre cet ETF et de réallouer les fonds vers d'autres lignes et donc de construire d'autres positions éventuellement à partir de l'argent récupéré sur la vente de l'ETF. C'est ce que je ferai de mon côté sur ce portefeuille et vous verrez que dans mon portefeuille CTO, j'ai repris une position sur la Turquie. Au niveau de mon allègement sur Renault, j'ai vendu une partie de ma position, donc une petite partie de ma position au-dessus des 40 € ici. Bien entendu, je n'hésiterai pas à renforcer ma position si le titre venait à repasser sous les 28 €. Au niveau de Total, c'est la même chose. J'ai procédé à un allègement au-dessus des 40 €, tout simplement parce que j'estime ici que le titre est remonté très fortement et qu'on pourrait avoir une correction sur le pétrole, parce que le pétrole est remonté également très fortement, auquel cas je pourrais compléter ma ligne un peu plus bas afin de faire remonter mon rendement sur le titre Total. Donc j'ai un PRU aux alentours des 38 €, l'idée sera pour moi de compléter ma position en dessous des 38 € pour augmenter le rendement sur coût de mon dividende. J'ai un rendement sur coût actuellement de 7,04% sur Total, ce qui est très bien. Si je pouvais faire augmenter ce rendement sur coût à 7,25 ou 7,5%, ce serait encore mieux et donc je n'hésiterai pas à renforcer ma position potentiellement dans la zone des 35 € sur Total. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez accéder à mes portefeuilles, donc parcourir tous les détails de mes portefeuilles PEA et CTO, vous avez un lien en dessous de la vidéo. J'annonce également l'ouverture d'un nouveau portefeuille CTO chez XTB, donc j'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Cette vidéo sera diffusée au milieu du mois d'avril 2021. Donc l'épisode 1 est prévu à la mi-avril 2021 et puis s'en suivra une série tous les mois. Donc on aura un épisode 2, un épisode 3 pour voir un peu comment je vais allouer mon capital sur ce portefeuille. Et donc vous verrez au fur et à mesure du temps qui passe l'évolution de mon portefeuille CTO, donc qui est un nouveau portefeuille avec une nouvelle stratégie. J'espère que vous serez nombreux à regarder la première vidéo. Donc rendez-vous mi-avril pour la présentation du portefeuille et la présentation de la stratégie que je vais essayer de mettre en place. Donc on passe à ma Google Sheet. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai procédé pour le moment à 16 700 € d'apport et que la valeur de marché du portefeuille est de 20 180 € en ce moment, soit une plus-value latente de 20,85% sur le portefeuille, ce qui est plutôt pas mal, en sachant qu'au mois de mars 2020, le portefeuille affichait une moins-value latente de 30%. On voit ici l'ensemble de mes plus-values et moins-values réalisées. Alors on voit pour le moment qu'il n'y a que des plus-values réalisées. On peut noter par exemple que ma plus-value sur l'ETF Lyxor PEA Turquie a été de 7,91%, qu'elle a été de 64% sur l'ETF Lyxor Eurostock Banks, de 5,15% sur Total sans prendre en compte les dividendes. Avec les dividendes, on est plutôt à 12% de plus-value, qu'elle a été de 39% sur Renault et qu'elle a été de 59% sur le reliquat de ma ligne Accor que j'ai vendu dans le courant du mois de mars 2021. Alors bien entendu à chaque fois, et ça vous pourrez le retrouver sur la Google Sheet, j'explique ici mon objectif. Donc soit c'est une fin de couverture si je suis en BX4, alors vous savez que je pense de moins en moins utiliser le BX4. Vous avez ici éventuellement des prises de profit ou des allègements tactiques si je pense qu'on peut se replacer à meilleur prix. Alors c'est pas toujours le cas, vous voyez que sur Maison du Monde j'avais fait un allègement tactique à 11,82 €, le titre s'échange aujourd'hui au-dessus des 18 €, et donc vous voyez que mon allègement tactique n'a pas forcément fonctionné. Ça fait partie du jeu, il faut en avoir conscience. Donc c'est la même chose sur Total SE, c'est la même chose sur Renault SA, on verra si je suis capable de me replacer à meilleur prix sur ces titres ultérieurement. Alors au niveau des dividendes, rien de nouveau, vous avez ici le montant des dividendes à toucher dans le courant de l'année 2021, vous avez ici un graphique qui récapitule ces versements de dividendes. On voit qu'au mois d'avril, je vais toucher 56,40 € de dividendes, donc on prend la colonne avril ici, je vais toucher un dividende de Total 39,60 € et un dividende de Fontaine Pajot a priori 16,80 €. Alors au niveau du portefeuille, on voit que 44% quasiment de mes actions versent des dividendes. On voit également que le rendement sur coût des actions à dividendes dans le portefeuille est de 4,88%. Alors mon idée, si j'avais un portefeuille à dividendes à construire, ce serait potentiellement d'avoir un portefeuille qui génère au moins 5% de rendement brut.
Alors sur un compte titre, il faut toujours garder à l'esprit que 5% de rendement brut, ça correspond plutôt à 3,5% de rendement net. Et donc il faut en avoir également conscience. C'est-à-dire que sur un CTO, un compte titre ordinaire, il faut tenir compte du passage du brut au net dans le rendement final. En ce qui concerne le rendement sur coût du portefeuille, celui-ci est de 2,55%, c'est-à-dire que si je ne touchais pas à ce portefeuille année après année et toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que ce portefeuille me rapporterait 2,55% par an d'intérêt via les dividendes. Alors le moment que tout le monde attend, l'allocation du portefeuille. Alors la chose à noter ce mois-ci, c'est la très forte remontée de la part de liquidités en portefeuille, puisque les liquidités représentent 20,6% du portefeuille. Donc on retrouve une grande part de liquidité dans ce portefeuille qu'il va bien entendu falloir allouer dans les mois qui viennent. On va retrouver ensuite Renault qui représente 11% du portefeuille quand on tient compte des liquidités. On va retrouver ensuite Total SE à 11,8%, Danone 9,9%, puis Maison du Monde 9,4%, Société BIC 6,2%, Eutelsat Communications 5,7%, puis Ontex Group. On voit ici que j'ai continué de construire ma ligne sur Ontex Group qui représente maintenant près de 7% du portefeuille, puis Fontaine Pajot à 4,8% qui continue de bien performer, AB InBev 4,8%, Kinepolis 3,7%, Inat Pharma 2,6% et SMCP 2,9% qui a très bien performé et qui est en plus-value latente de 34%. Allez, pour terminer très rapidement, l'allocation à la Peter Lynch. Alors j'ai supprimé la ligne Accor puisque je ne l'ai plus en portefeuille, bien entendu. Je me laisse le droit de revenir sur Accor si le titre revenait en dessous, ou en tout cas dans la zone des 25-27 €. On voit toujours qu'il me manque des fast growers en portefeuille. Alors certains parmi vous m'ont soumis des noms de fast growers à entrer en portefeuille, je vous en remercie. J'ai noté quelques très belles valeurs, donc à suivre peut-être pour les prochaines années ou pour les prochains trimestres. Et donc ce sont des valeurs que, en tout cas certaines d'entre elles, que j'ai rentrées dans ma watchlist. Ce qu'on peut voir ensuite, c'est que j'ai encore beaucoup de valeurs cycliques et de turnarounds, puisque si je prends les cyclicals et les turnarounds, on est à plus de 50% du portefeuille. On peut voir également que j'ai 18,4% de stalwarts. On voit que Peter Lynch aimait bien avoir jusqu'à 20% de stalwarts, donc on est plutôt pas mal au niveau des stalwarts, un peu léger au niveau des fast growers, et on voit que les slow growers représentent 15% du portefeuille. Alors, j'en viens à la question du mois pour vous. Avec 20% de liquidité, quelles actions mettriez-vous en portefeuille? Donc bien entendu, vous pouvez me laisser vos réponses en dessous de la vidéo, dans la section commentaires. L'idée ici est de faire participer la communauté et potentiellement de me donner des idées de vidéos sur lesquelles rebondir par rapport à vos différents commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, c'est toujours intéressant de voir les commentaires des uns et des autres. Et puis bien entendu, dites-moi en commentaire si vous préféreriez garder ces liquidités quelques mois sans rien faire avec, ou bien si vous aimeriez acheter telle ou telle valeur qui vous paraît à bon prix pour le moment dans le marché. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. C'est toujours très motivant pour moi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.